Jacques Morel, un retraité français de 80 ans, avait toujours rêvé de voir l'océan. Toute sa vie, il avait entendu parler des grandes aventures maritimes, des explorateurs intrépides et des marins défiant les tempêtes. Mais lui, il n'avait jamais quitté la terre ferme. Né dans un petit village du sud de la France, il avait grandi entre les champs de lavande et les vignobles, loin des embruns salés et du bruit des vagues. Alors, quand ses petits-enfants lui offrirent un billet pour une croisière en Méditerranée à l'occasion de son anniversaire, il n'hésita pas une seconde. Ce serait son premier grand voyage. Peut être le dernier, mais sûrement le plus mémorable. Le beau voyage était un magnifique paquebot, moderne et luxueux. Dès qu'il monta à bord, Jacques se sentit émerveillé, comme un enfant découvrant un nouveau monde. Les vastes couloirs, les restaurants raffinés, les piscines scintillantes, et le pont offrant une vue imprenable sur l'horizon, tout semblait parfait. Il passa les premiers jours à savourer chaque instant. Il prenait son café du matin sur le pont, regardait les mouettes danser au-dessus des vagues et échangeait des anecdotes avec les autres passagers. Il aimait particulièrement discuter avec Léon, un ancien professeur d'histoire de 75 ans qui partageait sa passion pour les récits d'aventure. Il passait des heures à parler de Magellan, Christophe Colomb et des grandes expéditions maritimes du passé. « T'imagines, Jacques ?» disait Léon avec enthousiasme. « Partir à l'inconnu. Si on reviendra un jour, » Jacques souriait. « Eh bien moi, je me contente de ce voyage-ci. Pas besoin de décenser à mon âge. » Il ne savait pas encore à quel point ses paroles allaient sonner ironiques. Lors de la 4e nuit, alors que le navire avançait paisiblement sur les eaux noires, un vent violent se leva soudainement. Jacques, allongé dans sa cabine, sentit une étrange vibration sous son lit. Un bruit sourd résonnait au loin, comme un grondement lointain. Intrigué, il se leva et ouvrit le rideau de son hublot. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le ciel, d'un noir d'encre, semblait prêt à s'effondrer. De gigantesques vagues déchiraient la surface de l'océan, et la pluie commença à s'abattre sur le bateau comme une rafale de balles. Puis la sirène d'alarme retentit. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Il enfila précipitamment son gilet de sauvetage et ouvrit la porte de sa cabine. Dans le couloir, c'était la panique. Des passagers en pyjama couraient en tous sens, des cris retentissaient, et l'équipage tentait tant bien que mal de maintenir l'ordre. « Ne paniquez pas, restez groupés », cria un officier. Jacques se fraya un chemin parmi la foule en direction du pont principal. Lorsqu'il y arriva, il fut frappé par l'ampleur de la tempête. Des vagues gigantesques s'élevaient comme des murailles liquides et s'écrasaient contre le navire, le faisant tanguer dangereusement. Léon apparut à ses côtés, le visage blême. « C'est mauvais, Jacques. Très mauvais. » Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, un éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement assourdissant. Une vague monstrueuse s'éleva soudain, plus haute que toutes les autres. Jacques n'eut que le temps d'agripper une rambarde. L'impact fut dévastateur. L'eau s'abattit sur le pont comme un raz-de-marée, balayant tout sur son passage. Jacques sentit son corps soulevé du sol, projeté en arrière, avec une force inouïe. Il tenta de se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi, mais ses doigts glissèrent sur le métal trempé. Puis, l'impensable arriva, il passa par-dessus bord. L'eau glacée lui coupa le souffle instantanément. Le choc fut si brutal qu'il eut l'impression qu'un millier d'aiguilles transperçaient son corps. Il battit des bras frénétiquement, cherchant à garder la tête hors de l'eau. Autour de lui, l'océan n'était que chaos. Des morceaux du navire flottaient, des cris de détresse retentissaient dans la nuit. Couvert par le rugissement des vagues, il vit une lueur au loin. Le beau voyage s'éloignait, englouti peu à peu par la tempête. Il tenta de nager dans cette direction, mais les courants étaient trop forts. Chaque vague le poussait plus loin, l'emportant dans l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que, dans une telle situation, un homme ordinaire ne survivait que quelques minutes dans ces eaux déchaînées. Il devait trouver un moyen de rester à flot. Il aperçut alors une planche de bois qui dérivait à quelques mètres. Avec un effort surhumain, il parvint à l'atteindre et s'y accrocha de toutes ses forces. Le froid mordait sa peau et ses muscles commençaient à s'engourdir.
Il respirait difficilement, mais il savait qu'il ne devait pas céder à la panique. « Tiens bon, Jacques, tiens bon !» murmura-t-il entre deux vagues. Mais combien de temps encore allait-il pouvoir lutter contre l'océan furieux? À suivre, Jacques survivra-t-il à la nuit? Ou l'océan aura-t-il raison de lui avant l'aube? Jacques reprit conscience dans un monde flou, son corps bercé par un mouvement doux mais irrégulier. Il sentit le sable humide sous ses doigts et une chaleur brûlante sur son visage. Avec effort, il ouvrit les yeux. Le soleil était aveuglant. Il toussa violemment, crachant de l'eau salée, et tenta de se redresser. Ses muscles étaient endoloris, comme s'il avait couru des heures sans s'arrêter. Il réalisa qu'il était allongé sur une plage, à moitié couvert d'algues. Où était-il? Avec peine, il se hissa sur ses coudes et balaya les alentours du regard. Une plage de sable blanc s'étendait à perte de vue, bordée par une dense végétation tropicale. Derrière lui, l'océan s'étirait jusqu'à l'horizon, calme maintenant, comme s'il n'avait jamais été témoin du cauchemar de la nuit précédente. Le naufrage. Tout lui revint d'un coup. La tempête. La vague gigantesque. Le froid mordant de l'eau. Il avait dérivé des heures. Peu, être plus, jusqu'à ce que son corps, épuisé, s'échoue ici, sur cette île inconnue. Un frisson lui parcourut l'échine. Était-il le seul survivant? Eh, y a quelqu'un? Son propre cri lui parut faible face à l'immensité du silence. Il écouta. Rien. Juste le ressac des vagues et le chant lointain des oiseaux cachés dans la jungle. Il était seul. L'instinct de survie prit le dessus. Il devait analyser la situation, établir ses priorités. Il tâta sa poche, espérant y trouver son téléphone, mais bien sûr, il n'y avait rien. Son gilet de sauvetage avait disparu, probablement emporté par les vagues. D'abord l'eau. Il ne pouvait pas survivre longtemps sans boire. Avec difficulté, il se leva et tituba vers l'intérieur de l'île. Ses jambes flageolaient sous lui, mais il avança, s'enfonçant dans la végétation dense. L'humidité était étouffante, les insectes bourdonnaient à ses oreilles, et la chaleur l'accablait. Après une marche qui lui sembla interminable, il entendit un bruit familier, un léger clapotis. Son cœur s'accéléra, il écarta les feuilles et découvrit un mince filet d'eau serpentant entre les rochers. « Merci » murmura-t-il en tombant à genoux. Il plongea ses mains tremblantes dans l'eau claire et but à grandes gorgées. La fraîcheur lui fit un bien fou. Il resta un instant là, reprenant son souffle, puis se rinça le visage. Ensuite, il lui fallait un abri. Le soleil allait bientôt décliner, et il n'avait aucune envie de dormir à la belle étoile, exposé aux bêtes sauvages ou aux intempéries. Sur le chemin du retour vers la plage, il ramassa tout ce qui pouvait lui être utile. De grosses branches, des feuilles de palmier, quelques pierres plates. Il trouva un creux naturel entre deux rochers, suffisamment profond pour lui offrir un minimum de protection. Avec patience et force, il commença à assembler un abri rudimentaire, empilant les branches et tissant les feuilles entre elles. La nuit tomba rapidement, enveloppant l'île d'un noir profond. Jacques s'assit à l'entrée de sa maigre cabane et regarda l'horizon. Aucune lumière, aucun bateau. Il était vraiment seul. Son ventre gargouilla douloureusement. Il n'avait rien mangé depuis la veille, et la fatigue pesait sur lui comme une chape de plomb. Il pensa au banquet du beau voyage, aux fruits frais, aux plats savoureux, mais ici il n'y avait que la jungle et la mer. Ses yeux se posèrent sur un amas de noix de coco, échoué non loin de là. Il rassembla ses dernières forces et rampa jusqu'à elle. Il en attrapa une et tenta de l'ouvrir à main nue, en vain. Frustré, il prit une pierre et frappa de toutes ses forces. Après plusieurs essais, la coque céda enfin, libérant un liquide sucré et une chair blanche qu'il avala avec avidité. C'était peu, mais c'était suffisant pour ce soir. Un vent froid se leva. Il frissonna et resserra ses bras autour de lui. Sans feu, il n'aurait aucun moyen de se réchauffer. Il tenta de frotter deux bouts de bois ensemble,
comme dans les films. Mais après 1 heure d'efforts inutiles, il abandonna, épuisé. Il s'allongea tant bien que mal dans son abri, grelottant, les bras croisés sur la poitrine. Il ferma les yeux et écouta la nuit. Le bruit des vagues, le chant des insectes, le bruissement des feuilles dans le vent, un grondement sourd, venu des profondeurs de la jungle, lui fit rouvrir les paupières. Quelque chose d'autre était là. À suivre, Jacques ne peut être pas aussi seul qu'il le croyait. Jacques resta figé, les sens en alerte. Le grondement résonna à nouveau, plus proche cette fois. Son cœur s'emballa. Était-ce un animal, un prédateur? Il tenta de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais la jungle dense ne laissait voir que des ombres mouvantes sous la lumière pâle de la lune. Puis, un bruissement dans les feuillages. Jacques attrapa la pierre qu'il avait utilisée pour briser la noix de coco et la serra de toutes ses forces. C'était pas une arme redoutable, mais c'était mieux que rien. Il retint son souffle. Le silence revint. Il resta immobile de longues minutes, son corps tendu, prêt à réagir au moindre mouvement. Finalement, le bruit sembla s'éloigner jusqu'à disparaître complètement. Peut être un animal nocturne en quête de nourriture. Peut être quelque chose de plus dangereux. Une chose était sûre, il ne pouvait pas rester ici sans défense. Le lendemain matin, les rayons du soleil le réveillèrent, réchauffant son corps engourdi par le froid de la nuit. Il s'étira avec difficulté, chaque muscle de son corps criant de douleur. Il devait se ressaisir. Il était toujours en vie, et maintenant il devait apprendre à le rester. La première priorité, le feu. Il ne pouvait pas se permettre une autre nuit glaciale. Et il avait besoin de cuisiner la nourriture qu'il trouverait. Il rassembla du bois sec et chercha une méthode pour allumer un feu. Frotter 2 morceaux de bois n'avait pas fonctionné la veille, mais il se souvenait d'un documentaire où l'on utilisait un arc pour créer des étincelles. Il chercha donc une liane souple, un bout de bois droit et une branche courbée pour fabriquer un arc rudimentaire. Après plusieurs tentatives frustrantes, il vit enfin un petit filet de fumée s'élever. Excité, il souffla doucement, encourageant la minuscule braise à grandir. Puis, soudain, une flamme naquit. « Ah !» s'exclama-t-il, levant les bras en signe de victoire. Ce petit feu était sa première vraie victoire contre l'île. Il sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Avec le feu, il pouvait maintenant penser à une alimentation plus variée. Il se rendit près du ruisseau qu'il avait découvert la veille et observa l'eau claire. Il y avait du poisson. Il se souvenait des histoires de son grand-père, qui lui avait appris à pêcher à la main dans une rivière lorsqu'il était enfant. Avec patience, il s'agenouilla dans l'eau, attendant que les poissons s'habituent à sa présence. Puis, d'un geste vif, il tenta d'attraper l'un d'eux. Échec. Il réessaya encore et encore, jusqu'à ce que, par miracle, il parvienne à saisir un petit poisson frétillant entre ses mains. Fier de lui, il le ramena à son campement et l'embrocha sur un bâton au-dessus du feu. Quand il croqua enfin dans la chair cuite, il eut presque envie de pleurer. Mieux qu'un restaurant 5 étoiles, plaisanta-t-il pour lui-même. Mais il savait qu'il ne pourrait pas se contenter de poissons et de noix de coco. Il fallait explorer l'île pour trouver d'autres ressources. L'après-midi, il se décida à marcher plus loin dans la jungle. Il voulait voir si l'île cachait d'autres surprises et peut-être trouver un moyen de s'échapper. Après 1 heure de marche, il tomba sur quelque chose qui lui coupa le souffle. Devant lui, à moitié englouti par la végétation, un vieux campement abandonné. Une cabane en bois effondré, des restes d'un feu de camp et surtout, une boîte métallique rouillée. Il s'approcha prudemment et l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille machette, un briquet à moitié rouillé et un carnet aux pages jaunies par le temps. Il ouvrit la première page. 17 septembre. Cela fait 3 semaines que je suis ici. Je ne sais pas si quelqu'un viendra me chercher. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un avait vécu ici avant lui. Mais où était cette personne maintenant ?
À suivre, Jacques est-il vraiment seul sur cette île? Jacques resta un long moment à fixer le carnet entre ses mains, son cœur battant plus vite que jamais. Il tourna les pages jaunies avec précaution. L'écriture était tremblante mais lisible. Chaque mot semblait chargé d'une urgence désespérée. 18 septembre. J'ai exploré plus loin aujourd'hui. J'ai trouvé de l'eau, mais pas de nourriture. Je commence à m'affaiblir. Je dois trouver un moyen de partir. 22 septembre. Quelque chose rôde la nuit. Je l'ai entendu près de mon campement. Ce n'est pas le vent. Je ne suis pas seule. Jacques releva brusquement la tête. Son regard balaya les alentours. Qui avait écrit ce journal? Et surtout, où était cette personne maintenant? Un frisson lui parcourut l'échine. L'auteur du carnet avait-il été secouru? Ou était-il toujours là, quelque part sur l'île? Il rangea précieusement le carnet dans sa poche et inspecta le reste du campement. Tout semblait abandonné depuis longtemps. La cabane en bois était en ruine, le feu de camp réduit à des cendres dispersées par le vent. Pourtant, la machette, bien qu'oxydée, était encore solide. Voilà qui va m'être utile, murmura Jacques en la saisissant. Il trouva aussi quelques boîtes de conserve cabossées, mais vides, ainsi qu'une vieille gourde percée. Rien qui puisse l'aider à survivre davantage. Cependant, une chose attira son attention. Sous un tas de branchages, il découvrit un radeau inachevé. Des troncs de bois attachés entre eux avec des lianes, une tentative évidente de construire un moyen de quitter l'île. Celui qui était ici voulait partir, mais n'a jamais pu finir. Pourquoi? L'idée que cette personne ait échoué à s'échapper lui fit froid dans le dos. Pourtant, Jacques ne pouvait pas se permettre de céder à la peur. Si quelqu'un avait commencé à construire un radeau, cela signifiait que l'idée était viable. Il pouvait peu, être le terminé, quitter cet enfer. Mais d'abord, il devait en savoir plus. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un bruit attira son attention. Un craquement, et se retourna brusquement. La jungle était immobile. Pourtant, il était sûr de ne pas avoir rêvé. Quelque chose venait de bouger. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Seulement le silence oppressant de la nature. Son instinct lui hurlait de ne pas rester ici plus longtemps. Il serra la machette et s'éloigna prudemment du campement, le carnet toujours dans sa poche. Sur le chemin du retour, il sentit plusieurs fois un regard invisible peser sur lui, chaque bruissement dans les feuilles, chaque craquement sous ses pas, chaque souffle de vent lui paraissait anormalement menaçant. Lorsqu'il atteignait enfin sa plage, il était en sueur, le souffle court. Il n'était pas seul sur cette île. Mais qui, ou quoi, l'observait dans l'ombre? À suivre, Jacques va-t-il découvrir l'identité de cette présence mystérieuse? Jacques passa la nuit à l'affût, la machette serrée contre lui. Son feu, bien que modeste, projetait des ombres dansantes sur le sable, créant l'illusion de mouvement autour de lui. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches le faisait tressaillir. Il n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression oppressante. Il l'était observé. Ce carnet, ce campement abandonné, ce radeau inachevé, tout cela signifiait qu'une autre personne avait vécu sur cette île avant lui. Mais pourquoi était-elle partie sans rien emporter? Ou pire, que lui était-il arrivé? Il devait en avoir le cœur net. Aux premières lueurs du jour, il se leva, bien décidé à retourner sur les lieux du campement. Le trajet lui parut encore plus oppressant que la veille. Il avançait lentement, son regard scrutant chaque recoin. Puis, il s'arrêta net. Des empreintes? Pas les siennes. Elles étaient plus petites, plus légères. Un homme, une femme, un enfant. Il ne pouvait pas en être sûr. Mais une chose était certaine. Quelqu'un avait marché ici récemment. Son cœur s'emballa. Si cette personne était encore vivante, alors il n'était pas seul. Il suivit les traces qui s'enfonçaient plus profondément dans la jungle. Son souffle était court, son corps tendu. Chaque pas
le rapprochait d'une potentielle rencontre ou d'un danger qu'il ne pouvait pas encore identifier. Après 1 heure de marche, les empreintes le menèrent à une clairière. Là, cachée derrière un rideau de feuillage, une cabane rudimentaire, bien plus solide que celle du campement abandonné. Des branches entrelacées formaient un toit et une barrière de bambou grossièrement taillée protégeait l'entrée. Quelqu'un vivait ici. Jacques s'avança prudemment. « Y a quelqu'un » lança-t-il d'une voix forte. Silence. Il posa la main sur la barrière et poussa doucement. L'intérieur était modeste. Une natte de feuilles tressées, quelques outils en bois et surtout un autre carnet posé sur une pierre plate. Il s'approcha et le prit avec précaution. Je ne sais plus quel jour nous sommes. J'ai arrêté de compter. J'ai entendu un bruit hier soir. Quelqu'un est là. Je ne suis plus seule. Jacques sentit son estomac se nouer. Cette personne savait déjà qu'il était là, un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement, levant sa machette par réflexe, et là, devant lui, à quelques mètres à peine, une silhouette. C'était un homme, maigre, vêtu de haillons, le visage émacié par le manque de nourriture et les épreuves du temps. Ses yeux étaient remplis de méfiance, mais aussi d'une lueur d'intelligence et de surprise. « Qui êtes-vous » balbutia Jacques. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il le fixa un moment, comme s'il hésitait à croire ce qu'il voyait. Puis, d'une voix rauque, usée par le silence, il murmura « Vous êtes réel ?» Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui était cet homme? Depuis combien de temps était-il ici? Et surtout, pourquoi se cachait-il? À suivre, quel secret cet homme détient-il sur l'île? L'homme en haillons vacilla légèrement, comme s'il peinait à croire que Jacques était bien réel. Ses yeux, creusés par la fatigue, brillaient d'une étrange lueur, entre la peur et l'espoir. « Qui êtes-vous » demanda Jacques, serrant toujours la machette. L'homme leva les mains en signe de paix. « Je m'appelle Étienne. J'ai cru que je ne reverrais plus jamais personne. » Jacques sentit son cœur se serrer. Cet homme vivait donc ici depuis tout ce temps. Depuis combien de temps êtes-vous sur cette île? Étienne baissa la tête, cherchant une réponse dans sa mémoire. Trop longtemps. J'ai perdu le compte des jours. Des années, peu, être. Jacques n'arrivait pas à y croire. Comment avait-il pu survivre aussi longtemps seul? Il y avait un autre campement, dit-il. J'ai trouvé un carnet. C'était le vôtre. Étienne secoua la tête. Non, il y avait quelqu'un avant moi. Je l'ai rencontré, mais il a disparu. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Disparu? Comment ça? L'homme prit une inspiration tremblante et regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. L'île, elle garde ses prisonniers. Jacques fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous racontez? Étienne s'approcha lentement. J'ai essayé de partir, plusieurs fois, avec un radeau, avec des signaux de fumée. Mais chaque fois, il se passait quelque chose. Le vent changeait brusquement, une tempête surgissait de nulle part. Mon radeau se brisait en mer. Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix plus basse. Et puis, il y a ces ombres. On les entend la nuit. Elles rôdent. Jacques sentit son sang se glacer. Des ombres? Je ne sais pas ce que c'est, mais elles m'ont empêché de partir. Elles ont pris l'autre avant moi. Un silence pesant s'installa. Étienne semblait terrifié par ses propres paroles. Jacques prit une grande inspiration. Écoutez, peu importe ce qui s'est passé avant. Nous sommes 2 maintenant. On a une chance. Si on termine ce radeau ensemble, on peut s'en sortir. L'homme le fixa un instant, hésitant. Puis lentement, il hocha la tête. Peut être que cette fois, ce sera différent. Jacques sentit un regain d'espoir. Il n'était plus seul. Ils allaient s'en sortir, et pourtant, au fond de la jungle,
À l'abri des regards, quelque chose semblait les observer.